Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Patrick Achille, le Premier ministre, était hier samedi à Tabagne, dans l'Est ivoirien, pour le festival culturel Adaye-Kessié. La 6e édition du rassemblement des potentialités et traditions du peuple bron a cette année mis l'accent sur la force de la résilience identitaire. Les participants à ce festival ont tous salué la densité de la richesse culturelle, modèle de cohésion proposé à cette édition. 1,6 milliard de francs CFA pour la réalisation de 124 forages. C'est le don que vient de faire le Japon à la Côte d'Ivoire. 60 forages à motricité humaine, rien que pour la région du Poro, précisément à Korogo. Des travaux lancés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba. La Turquie, nouvelle destination des pèlerins ivoiriens, a décidé de suivre les pas des apôtres de Jésus-Christ. Ils ont sillonné les lieux saints, pour la plupart situés à l'ouest de la Turquie. Dans cette édition, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux en Turquie, Sidonie Davila et Ulrika Dangon. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Demain, lundi 1er novembre, jour déclaré férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. La raison, la communauté chrétienne commémore la Toussaint, la fête dite de tous les saints, connus ou inconnus. Comprendre le sens de cette fête, mais surtout aller bien au-delà de ce champ de compréhension pour savoir ce qu'elle exige concrètement du fidèle chrétien. C'est à cet exercice que nous nous livrerons avec notre invité du jour, un homme de Dieu, le père Arnaud Traoré, vicaire à la paroisse à Sainte-Élisabeth de Yopougon à Nannerey. Bonjour mon père et merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci monsieur Guivet. Alors aujourd'hui est un jour important. Nous sommes dimanche pour l'homme de Dieu que vous êtes, mais vous nous avez donc honoré de votre présence et avec vous nous parlerons donc de la fête de la Toussaint. Mais ensemble, avant justement cet entretien, regardons ensemble à cette célébration, une célébration qui ne porte pas la marque du christianisme mais plutôt de la culture. Il s'agit de la célébration de la 6e édition du festival de l'Adaye-Kessié en Pays Bron. C'était à Tabagne, dans l'est de la Côte d'Ivoire, en présence du chef du gouvernement Patrick Achille. Accent a été mis cette année sur la force de la résilience identitaire. Franck Quadio. Le Premier ministre Patrick Achille à la 6e édition de l'Adaye-Kessié Festival, les pieds et les mains dans la tradition. Nous sommes à Tabagne, Est ivoirien. Cette célébration culturelle se veut porteuse de sens. Vous voyez aujourd'hui l'Adaye-Kessié, nous faisons la promotion de la culture. C'est ancestral, ce n'est pas nous qui avons créé l'Adaye-Kessié, nous avons trouvé. Ça nous a été légué par nos ancêtres. Donc c'est pour montrer au monde entier que malgré les traités, après, malgré qu'il y ait les gouvernances, nous avons conservé toujours notre culture. Adaye-Kessié, pour la fête du roi, chacune des 5 provinces sabront le Foumassa, toujours prêt pour le combat, l'Angomba et la Enifié, sans oublier le Pinango qui assure la protection du royaume, à l'instar de Sparte dans la Grèce antique, et la Kingdom qui clôt la parade des chefs. La pérennité culturelle, de quoi rassurer autorité de tutelle et force vive. La région du Gontouo est riche de sa diversité culturelle, où plus d'une dizaine de groupes ethniques vivent pacifiquement depuis des décennies. Cette exemplaire mobilisation autour du roi donne de croire que ce rassemblement contribue à valoriser le capital culturel de nos terroirs. Oui, la culture est un levier essentiel pour resserrer les liens entre les filles et les fils de nos régions, pour leur permettre de relever ensemble les défis du développement. Des populations fières de leur culture et qui aiment à le démontrer. Au nom de celle-ci, Koubena Kwasi Adjoumani, ministre d'État et cadre de la région, salue l'action du chef de l'État en faveur du développement dans le Gontougo, une action qui concerne plusieurs secteurs. Dites merci au président de la République. Je sais qu'il fait beaucoup pour nous. Et l'apothéose, c'est vous-même, monsieur le Premier ministre. Vous étiez venu à l'occasion des élections présidentielles. Vous avez annoncé que le président, après les élections, allait entreprendre des travaux pour réhabiliter la route Agniblekuro-Bondoukou. Aujourd'hui, les machines sont sur la route en train de travailler. Invité spécial et parlant au nom du président de la République, le Premier ministre Patrick Achille a rappelé l'importance de la promotion des valeurs culturelles au niveau institutionnel. Nos
Nos cultures doivent être en tout temps et en tout lieu préservées, renforcées et valorisées. L'adoption en 2014 de la politique culturelle nationale de la Côte d'Ivoire préfigurait cette grande vision avec pour objectif majeur de garantir la sauvegarde du patrimoine culturel national et de professionnaliser le secteur des arts et de la culture. La vision 2030 du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire, fait de l'homme et donc de la culture le pilier central et le cœur de cette grande ambition. Fait culturel majeur, l'Adaye Kessié symbolise en pays bron la clôture du cycle de la célébration de l'Igname. Il a mobilisé la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré Mamadou, représentant le parrain, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, mais aussi l'Union européenne et la diplomatie française. Et quittons le champ de la célébration de l'Adaye Kessié pour regarder à ce don du Japon à la Côte d'Ivoire, 1,6 milliard de francs CFA pour la réalisation de 124 forages. C'est donc le don que vient de faire le Japon au pays. 60 forages à motricité humaine, rien que pour la région du Poro, précisément à Korogo. Des travaux lancés par le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba à Sanzano dans la sous-préfecture de Tioro. Des travaux qui vont durer 6 mois. À Mississauga. Sans un saut, dans la sous-préfecture de Tiro, à 12 km de Korogo. C'est ce cours d'eau qui approvisionnait le village en eau, une eau impropre à la consommation. Cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans ce village de près de 400 habitants. Grâce au projet de réalisation de 124 forages équipés de pompes à motricité humaine, dont 60 dans le Poro, 40 dans le Tchologo et 24 dans le Tonkui. Les travaux de ce système hydraulique pour garantir l'accès à l'eau potable aux populations rurales dans le Poro sont lancés par Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique. L'eau est source de vie. En la procurant à toute personne, vous contribuez inéluctablement à son bonheur. Merci pour Sanzazo qui en avait tant besoin. 124 forages au profit des populations rurales. Un don du gouvernement japonais d'un montant d'1,6 milliard de francs CFA, dont 638 640 000 francs CFA investis pour la réalisation des 60 forages du Poro. Ce projet s'inscrit dans le programme Eau pour tous du gouvernement. Le projet va permettre de garantir l'accès à l'eau potable d'ici, dans le département de Korogo, à 15 859 personnes vivant essentiellement en milieu rural, ce qui va réduire les maladies hydriques. Aussi, grâce à ce projet, nos sœurs et nos mères qui souffrent énormément des corvées d'eau auront accès à l'eau potable. Les travaux qui seront réalisés par Forassi vont durer 6 mois. Cette entreprise travaillera sous le contrôle du ministère de l'Hydraulique et la supervision du ministère de l'Économie et des Finances en liaison avec le comité de pilotage des dons japonais. Direction Kamalo, localité située à 50 km de Séguéla. Le sous-préfet aura bientôt une résidence à nom d'une valeur de 10 millions de francs CFA offert par le président du Parti libéral de Côte d'Ivoire, cadre de la région, Mamadou Traoré. Une cérémonie a été organisée à l'occasion pour célébrer le développement amorcé. Issa Tchonoye. Kamalo, village situé à plus de 50 km de Séguéla, a connu une ambiance particulière le week-end dernier. Et pour cause, Mamadou Traoré, président du Parti démocratique libéral de Côte d'Ivoire, par ailleurs cadre du village, a offert la somme de 10 millions de francs CFA pour la construction de la résidence du sous-préfet. Si nous n'avons pas un sous-préfet qui loge chez nous, c'est qu'on n'est pas en paix, c'est qu'on n'est pas libre. C'est pour cela, pour combler ce vide-là, j'ai donné ces 10 millions pour pouvoir construire un local où le sous-préfet être à l'aise. Mamadou Traoré, ancien député maire de la commune de Séguéla, a promis mettre sa formation politique au service des actions de développement à Kamalo pour le bien-être des populations.
Voilà, et dans la fièvre de ces festivités, il faut rester vigilant. Il faut continuer d'observer les mesures barrières, à suivre l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, samedi 30 octobre 2021, 21 nouveaux cas de Covid-19 sur 2986 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 24 guéris et 3 décès. À la date du 30 octobre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 292 cas confirmés, dont 59 978 personnes guéries, 695 décès et 619 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 089 721. Le 29 octobre, 41 138 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 277 838 doses du 1er mars. Au 29 octobre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Et on ne finira jamais de le dire, la vaccination contre la Covid-19 reste pour l'instant gratuite et volontaire. Toujours en matière de santé, grâce au soutien des centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, du réseau africain d'épidémiologie de terrain, la Côte d'Ivoire, notre pays, a pu améliorer sa capacité d'analyse et de gestion des activités qui rentrent dans le cadre de la lutte contre les épidémies. Cela par la mise en œuvre du programme de formation en épidémiologie de terrain délivré aux agents de santé public au niveau national et régional. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a célébré ses 6 années de formation. Marie-Trioris Trierou, Salimatou Dia. 2016-2021, voilà 6 ans de renforcement du système de santé par des épidémiologistes de terrain. 6 années que le programme de formation en épidémiologie de terrain, FATP, a été lancé en Côte d'Ivoire. C'est des médecins et des non-médecins qui sont formés pour intervenir immédiatement quand il y a des situations d'urgence ou bien même en dehors des situations d'urgence, de voir comment est-ce que sur le terrain les maladies surviennent et comment est-ce qu'il faut surtout faire en sorte que ces maladies soient rapidement prises en charge. Ce programme-là nous a permis de former jusqu'à près de 400 personnes qui sont vraiment au niveau périphérique, donc au niveau des centres de santé. Laborantins, vétérinaires, environnementalistes, les problèmes de santé publique ne relèvent pas que du seul ministère de la Santé. D'autres secteurs sont donc pris en compte dans ce programme soutenu par le CDC. C'est en fait un corps spécialisé qui a été formé à l'image d'un programme qui se fait au CDC à Atlanta, qu'on appelle l'EIS. C'est la formation, si vous voulez, des détectives de maladies. Donc c'est un programme qui est répliqué dans les pays en voie de développement, dont la Côte d'Ivoire. Pour la Direction générale de la santé, il s'agit d'une arme de prévention face aux menaces épidémiques. Ce projet contribue au renforcement du système de santé ivoirien parce qu'aujourd'hui, ce sont près de 400 épidémiologistes de première ligne, 14 épidémiologistes de niveau intermédiaire et 12 épidémiologistes de niveau avancé qui sont mis à la disposition de la Côte d'Ivoire. Quand on sait que nous sommes dans un contexte avec beaucoup de menaces d'épidémie, beaucoup de menaces de santé publique. Le pays affiche l'objectif d'un épidémiologiste de terrain pour 200 000 habitants et un vétérinaire épidémiologiste de terrain pour 400 000 unités d'animal. Une réalisation possible avec le FATP qui célèbre ses 6 années en Côte d'Ivoire. Sensibiliser pour briser le mur de méfiance entre les femmes enceintes et les sages-femmes. Voici tout le sens de l'opération dénommée Sage-Femme à partenaire. Opération lancée par le préfet de la région du Rambol. Une opération pour permettre justement d'atteindre les objectifs fixés en matière de santé, mère-enfant comme 0 décès à la naissance. Léon Brou. Ici à Katiola, les objectifs sanitaires pas toujours atteints en matière notamment de reproduction selon les autorités locales. Elles avancent pour cette année déjà 3 décès en couche contre 0 décès maternel, seulement 57 et 36% de consultations pré- et post-natales contre 80 et 65% au niveau national.
Quand la maman vient avec son enfant pour la vaccination, on profite pour faire les consultations postnatales. Et là encore, nous avons une faible fréquentation de nos services. Mais pourquoi ce faible taux de fréquentation des centres de santé? Crise de confiance, répondent les femmes porteuses de griefs contre les sages-femmes. Entre autres, mauvais accueil, faux frais, en un mot, cherté de la maternité, malgré la gratuité ciblée au suivi du couple mère-enfant. Il a été recommandé par certains chefs d'établissement que les sages-femmes, en cas de rupture de carnet, elles-mêmes s'approprient des carnets et c'est comme ça que les femmes arrivent à acheter. Mais quand le centre de santé est en disposition des carnets de santé mère-enfant, la sage-femme arrête. Les sages-femmes nous permettent de donner la vie et on ne peut même pas se fâcher avec elles. Ce que nous demandons, c'est qu'elles puissent nous prendre bien et nous écouter et nous expliquer surtout ce que nous ne savons pas. Ces explications pour briser le mur de méfiance, puis des mesures pour le succès de l'opération Massage Femme, ma partenaire. D'abord, il y aura un comité tripartite à constituer pour essayer de recenser tous les problèmes qui minent les relations entre les sages-femmes et les femmes et voir un peu comment on peut régler ces problèmes. C'est des concertations qui vont se poursuivre à des périodes bien précises pour évaluer un peu comment les choses évoluent. Ainsi lancée, l'opération Massage Femme, ma partenaire, s'inscrit dans la dynamique d'amélioration des services rendus au public, dynamique impulsée par le préfet de Katiola, préfet de la région du Yambol. Si vous ne le saviez pas, une étude portant sur le profil de la pauvreté en Côte d'Ivoire a été lancée par l'Institut national des statistiques en 2018, l'INS. Cette étude prend en compte les 31 régions du pays. L'enquête réalisée, les données recueillies doivent permettre de conduire à une synergie d'action dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Les activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre de cette synergie ont été lancées par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo. Théodore Zouzou, Jean-Marc Djudji. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté veut apporter une réponse durable à l'épineuse question de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Une étude portant sur l'élaboration du profil de pauvreté et de ses déterminants est donc mise en place. Notre ambition à travers la série d'études initiées est de mieux comprendre et agir pour réduire les inégalités en créant des opportunités avec des actions innovantes et efficaces en faveur de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, localement d'abord. Le Bafing, le Kabadougou et le Tonkwi ont le niveau de pauvreté les plus élevés selon l'Institut national des statistiques. Devant cette initiative de recherche des causes et propositions de solutions par région, le Programme des Nations Unies pour le développement partenaire réitère son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire et, séance tenante, fait don de matériel informatique. L'initiative de cette étude pour définir le profil de pauvreté des régions et de leurs sous-préfectures est le résultat d'un partenariat important entre nos deux institutions. Il est orienté vers le développement de politiques et de solutions adaptées mais audacieuses qui permettent d'adresser durablement le défi de la pauvreté. Le gouvernement est déjà à la tâche pour apporter un bien-être aux populations à travers les filets sociaux. Avec ces données sectorielles, la lutte contre la pauvreté pourra atteindre ses objectifs. Il s'agit de façon très concrète de constituer une base de données unique, sécurisée sur les conditions socio-économiques des ménages en vue de son utilisation pour le suivi et la prise en charge des bénéficiaires des programmes sociaux, en vue de faciliter la mise en œuvre du RSU. L'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire concerne les personnes dont les dépenses de consommation annuelles sont inférieures à 194 798,6 francs CFA selon l'INS. 5 mois sont requis pour l'étude qui, à terme, permettra aux décideurs d'avoir un document de base. Et puis, mesdames et messieurs, il y a 7 questions importantes que se sont posées des participants au cours d'un colloque scientifique international qui s'est tenu à Bouaké. Comment améliorer la sécurité alimentaire? Réunis à l'université Alassane Ouattara, il s'agit pour eux de développer des réflexions sur le sujet afin d'apporter une réponse à une autonomie alimentaire durable. Kader Sogodogo. Un colloque scientifique international. L'université Alassane Ouattara
accueille les participants qui réfléchissent autour du thème « Regard croisé sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsahélienne ». Une rencontre de chercheurs nationaux et internationaux impliqués dans les problématiques de recherche et d'innovation dans les filières des sciences biologiques, alimentaires et agronomiques dans le cadre d'un développement durable et respectueux de l'environnement. Nous avons pensé qu'il était important de voir qu'est-ce qui se passe dans les régions en crise, de voir comment l'insécurité peut s'installer et quelle est la résilience que ces régions peuvent adopter pour pouvoir atteindre la sécurité alimentaire. Ce séminaire constitue un espace de réflexion et de proposition pour appréhender les défis, les enjeux et les conditions afin de garantir une autonomie alimentaire. Ce colloque international qui voit la participation des enseignants-chercheurs des autres pays, de l'espace de l'Afrique de l'Ouest, est vraiment le bienvenu. Pourquoi? Parce que la thématique même développée est de mise. C'est-à-dire que la sécurité alimentaire n'est possible que dans un espace non confligène, non anxiogène. Le département de géologie de l'université Alassane Ouattara, en collaboration avec le laboratoire d'analyse des vulnérabilités socio-environnementales et l'unité de recherche pour le développement, entendent œuvrer pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Reportage signé Kader Sogodogo. Ici à Abidjan, la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a eu des échanges avec les groupements de parents d'élèves. Ils se disent prêts à accompagner le gouvernement pour un plus grand rayonnement du système éducatif ivoirien, la suppression des frais annexes COGES et la tenue des états généraux du système éducatif. Des sujets qui ont été également abordés au cours de cette rencontre. Franck Quadio. États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, rôle et fonctionnement des associations de parents d'élèves, vente d'alcool aux abords des établissements scolaires, suppression des frais annexes des COGES, ce sont autant de sujets abordés au cours de ce premier rendez-vous entre la ministre Mariatou Koné et les associations de parents d'élèves. Nous voulons travailler vraiment de concert avec elle, constituer une force de proposition pour que cette école ivoirienne puisse retrouver son lustre d'antan. Toutes les associations de parents d'élèves qui sont aujourd'hui représentées ici sont tous d'accord pour le fait que les frais annexes et les frais COGES soient vraiment supprimés. Donc ça a été un ouf de soulagement pour nous les parents d'élèves. Quand on parle de développement, ce n'est pas l'école. On ne peut pas parler de développement sans toutefois mettre l'école en première position. Et donc nous, parents d'élèves, nous attendons beaucoup et surtout des IGNA qui vont trouver des solutions aux problèmes qui minent notre système. Continuer de jouer les premiers rôles dans la bonne éducation des enfants, une volonté des parents d'élèves saluée par la ministre, qui leur a réaffirmé par ailleurs l'engagement du gouvernement ivoirien à trouver les solutions idoines pour une éducation équitable et qualitative en faveur des enfants de Côte d'Ivoire. Tout le travail que nous faisons, c'est pour les parents. Quand un enfant réussit, c'est pour ses parents. Quand il ne réussit pas, c'est pour ses parents. Donc, nous les mettons en mission afin qu'ils nous aident à les aider dans la formation de leurs enfants pour une école de qualité. Cette rencontre qualifiée de franche et conviviale par les deux parties s'inscrivait dans le cadre des rencontres avec tous les différents acteurs du système éducatif, des rencontres initiées par le professeur Mariatou Koné depuis sa prise de fonction. Et pour ce premier rendez-vous, ce sont 6 groupements de parents d'élèves sur les 7 existants qui ont répondu présents. Et sortons des parvis du ministère de l'Éducation nationale pour parler médias, presse en ligne. Voici 4 ans qu'est présent sur le marché du numérique, le journal en ligne AGM News. 4 années de présence célébrées à la Maison de la Presse avec échanges et panels autour du thème Liberté de la presse et responsabilité. Invité d'honneur, Onge Kessi, commissaire du gouvernement. Patricia Mouetia. En organisant cette rencontre, le directeur de publication du journal en ligne AGM News veut contribuer à la professionnalisation du secteur et à promouvoir la culture de l'excellence dans le domaine du numérique en Côte d'Ivoire. Après 4 ans d'existence sur le marché du numérique, Touré Vakaba, acteur ivoirien de l'information numérique, dresse un bilan. Nous intervenons généralement, l'actualité générale, mais la politique reste la denrée la mieux partagée, un peu partout aujourd'hui en Afrique. Mais en dehors de la politique, nous faisons également
nous traitons des actualités liées au sport, la société, l'économie, la culture. Donc on peut dire que nous traitons de l'essentiel des sujets qui intéressent les justiciables. Les professionnels du secteur présents à cette rencontre ont chacun enrichi les débats sur le thème « Liberté de la presse et responsabilité ». La liberté de la presse est limitée par la situation économique même de la presse. Les journalistes n'ont pas souvent les moyens de l'exercice libre de leur métier. C'est une bataille permanente pour que l'opinion de la population s'exprime, pour qu'il y ait une liberté, parce que la liberté que nous exerçons, elle est tributaire. Les échanges se sont poursuivis avec les panélistes Amos Beonao et Diomandé Enza, tous les deux journalistes professionnels. Au terme des échanges, Touré Vakaba, directeur de publication, a décerné le prix Or de soutien à la liberté de la presse aux invités d'honneur, notamment Brou Gaston Saoré et Ange Kessi, commissaire du gouvernement. Et puis en sport, en taekwondo, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo s'appelle Jean-Marc Yassé, un candidat du bureau sortant. Il est sorti vainqueur de cette élection avec 157 voix sur 229, soit 68,87%. C'était hier au Centre sportif culturel et des TIC Alassane Ouattara. Les précisions de Patrick Dadier et Moyabi Diabaté. 157 voix déclarées. Monsieur Yassé, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Nous devons partir à la réconciliation, à la solidarité, et c'est en étant unis que nous serons plus forts. Le président Mamachek nous a donné un exemple. Nous allons marcher pour pouvoir réunir tout le monde. Le nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Sans surprise, les 231 clubs présents sur les 250 que compte la Fédération ivoirienne de taekwondo ont confié l'avenir de leur discipline à Jean-Marc Yassé. Il a été élu pour un mandat de 4 ans renouvelable, autant de fois qu'il le voudra, conformément aux nouveaux tests qui régissent la fédération. Seuls 3 candidats sur les 7 qui étaient en lice pour cette élection étaient présents. Jean-Marc Yassé, Apollos Lelou, Batili Bayrou. Les 4 autres, Zounon Alain, Patrice Remarque, Soumaoro Ibrahima et Keïta Amadou, ont boycotté le processus électoral. Au niveau du commissariat aux comptes, la soliste Botibi Charles, Nando Ernest, a été élu avec 88,54%. Avant ces différents votes, les 231 clubs ont approuvé le bilan moral et financier du bureau exécutif sortant, dirigé par Bamachek Daniel. Et puis en religion, depuis le 25 octobre dernier, les chrétiens ont décidé de suivre les pas des apôtres du Jésus-Christ, dont Saint Paul. Dans cette quête, ils ont sillonné les lieux saints, pour la plupart situés à l'ouest de la Turquie. Direction donc la Turquie avec nos envoyés spéciaux dans ce pays, Sidonie Davila et Ulrika Dangon. Les chrétiens sur les pas des apôtres de Jésus, Saint Paul et Saint Jean, en Turquie. Ce pays majoritairement musulman garde encore un pan important des vestiges de l'histoire de la religion chrétienne, des synagogues, des sarcophages, des églises et bien d'autres éléments importants de la communauté chrétienne sont bien connus de Gündür Türkeli. Nous sommes dans le site archéologique de Sardes, qui était la capitale du royaume de Lydie, une grande civilisation anatolienne de l'Anatolie occidentale. Ils sont entrés dans l'histoire au 8e siècle avant notre ère. 7e et 8e siècle, c'était vraiment l'apogée de cette civilisation anatolienne. Si les guides touristiques turcs ont une meilleure connaissance des lieux saints, leur implication spirituelle, elle, n'échappe pas aux hommes de Dieu venus se ressourcer. À la fin des missions de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean étant retiré sur l'île de Patmos, a écrit bien sûr le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, dans ce chapitre 2 et chapitre 3, s'adresse essentiellement à cette église. Et ce sont cette église-là qu'on appelle les églises de l'Apocalypse. Et ces 7 églises aujourd'hui sont en Asie mineure. Lorsque nous venons là, et par le biais de l'État de Côte d'Ivoire et par la direction des cultes, nous venons là pour que le corps de Christ, pour que l'église de Côte d'Ivoire
marche dans les pas de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean. Dans les cars qui transportent les pèlerins d'un point à un autre, c'est la joie. À la découverte des lieux saints en Turquie, louanges, exhortations, prières, les chrétiens restent concentrés sur l'essentiel de leur présence sur la terre turque. Je voudrais remercier le chef de l'État et remercier la direction des cultes de nous donner cette opportunité-là de revenir sur les traces donc, de la chrétienté. Tous les sites que nous visitons nous permettent de bien comprendre l'histoire de la chrétienté, l'histoire de la Bible, et ça renforce aussi notre foi chrétienne. Aujourd'hui, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, les églises, beaucoup d'églises, de nos grandes églises, Assemblée de Dieu, on dit Assemblée de Philadelphie d'ici, c'est ici l'origine. C'est ici que Paul a prêché. C'est ici qu'on parle de Philadelphie. Quand le Seigneur s'adresse à l'ange de Philadelphie, c'est ici. Et pour nous, en tant que pasteurs, ça nous ajoute un plus. Parce que nous ne prêchons plus ce que nous avons entendu, nous avons écouté, nous avons appris, mais nous prêchons ce que nous avons vécu. Avec les interprètes, les guides, quand ils nous expliquent les profondeurs de la chose, ça développe encore une autre conception de la chrétienté, de la foi. Ce pèlerinage des chrétiens a démarré dans l'une des villes les plus importantes de la Turquie, Istanbul, capitale de l'Empire ottoman, jusqu'à la fondation de la République turque. Et on reste dans le domaine de la religion. Place à présent au magazine ce dimanche consacré à la célébration de la fête de la Toussaint qui aura lieu demain lundi 1er novembre. L'Église célébrera la fête de la Toussaint afin de mieux saisir le sens de cette célébration. Nous recevons ce 13h le Père Arnaud Traoré, vicaire à la paroisse Sainte-Élisabeth de Yopougon à Nannerey. Mon Père, encore merci d'être avec nous ce dimanche. C'est M. Guivet. Alors, dites-nous, qu'est-ce que la fête de la Toussaint? La fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, connus et inconnus, qui ont brillé par la qualité de leur vie sur la terre et qui aujourd'hui sont dans la félicité de Dieu, donc dans la gloire de Dieu. Alors mon Père, dites-nous, cette fête, d'où tire-t-elle son origine? Est-elle biblique? L'origine de cette fête est-elle biblique? Très bien. Alors, nulle part dans la Bible, il n'est fait mention de la Toussaint. La fête de la Toussaint est surtout historique de la tradition, dans la tradition de l'Église. Il fut un moment où l'on célébrait les martyrs, donc la fête des martyrs. Il fallait honorer tous ceux et celles qui ont versé leur sang pour le Christ. Et à partir de ce moment-là, avec plusieurs papes, notamment Boniface IV, ensuite Grégoire IV, il y aura le détachement de cette fête des martyrs qui devient maintenant la fête de la Toussaint. Donc c'est plus historique, avec des traits ou encore des mentions bibliques de cette fête. Alors, à chaque fois qu'on pose la question concernant bien sûr la Toussaint, on dit la fête de tous les saints connus et inconnus. Alors, le connu et inconnu, il est indispensable que cette mention accompagne la définition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Très bien. La même précision revient chaque fois, connu et inconnu. Effectivement, c'est bien de le préciser parce que tous les saints que nous propose l'Église et qui sont dans le calendrier romain ne sont pas les seuls à être dans cette félicité de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vécu saintement et qu'on ne connaît pas nommément. Et il faut penser à elles, parce qu'elles ont été avec nous. Ça peut être papa, maman, grande-maman, qui a vécu avec nous et donc qui a participé à notre connaissance de Jésus-Christ. Voilà. Donc, mais si on ne les connaît pas, comment est-ce qu'on peut arriver à se dire qu'elles ont vécu sainement? Très bien. Alors, elles ne sont pas connues de tous, mais ces personnes sont connues au moins de leurs proches, qui, même si ces personnes leurs proches n'ont pas fait de procédure encore de canonisation, lancée de procédure par l'Église, nous savons, parce que nous les avons vus vivre, que ces personnes sont dans la félicité de Dieu. Et c'est aussi ce qu'on appelle la communion des saints, donc l'Église qui est visible, donc en marche sur la terre, est en communion avec l'Église triomphante, donc qui est dans la gloire de Dieu. Et puisque c'est la même Église, alors nous ressentons leur présence à nos côtés. Le processus de canonisation, comment s'opère-t-il? Très bien. Alors, ce processus est long et il commence avec une entrée ou du moins une présentation d'un cas. Voilà. Et cette présentation se fait à l'évêque
d'un diocèse, donc d'un territoire, qui après analyse, après investigation, va ensuite présenter cette cause ou encore ce dossier à Rome auprès d'un dicastère qui s'occupe des saints et qui travaille à confirmer les recherches qui ont été faites à travers plusieurs étapes. Alors, mon père, dites-nous, comment parvenir à un seuil de reconnaissance qui puisse égaler ces personnes identifiées comme de saintes personnes? Est-ce qu'il y a un processus que l'on doit suivre? Alors, nous savons que ces personnes ont vécu parfaitement l'amour. Et c'est l'amour vécu assez ordinairement qui est l'unité, on va dire, l'unité de mesure ou encore la condition pour accéder à ce niveau de sainteté. C'est l'amour. Donc, tant que nous vivons cet amour véritablement, sincèrement, l'amour de Dieu et l'amour des hommes, alors nous sommes sur le bon chemin. Il y a ce qu'on va appeler ensuite les conseils évangéliques proposés par le Christ lui-même, les vertus également. Donc c'est un tout, mais c'est surtout une relation personnelle, une intimité avec Dieu. À titre d'exemple, est-ce qu'on pourrait avoir le nom d'un de ces saints et surtout son témoignage de vie qui justement parle en sa faveur? Très bien. Alors, pour édifier justement nos connaissances dans le domaine. Très bien. Il y a ce jeune dont parle aujourd'hui le monde entier et l'Église particulièrement, Carlos Acutis, qui a été béatifié déjà en 2020 et qui naturellement a essayé à sa façon de rechercher le Seigneur. Il était un amoureux de la science technologique, donc de l'ordinateur. Et à travers les ondes, à travers l'ordinateur, bien sûr, il a évangélisé, il a partagé son amour de Jésus Eucharistie. Et il a vécu au milieu de nous puisqu'il est né en 1991. Et là, il est dans la félicité de Dieu parce qu'il a donné des signes, bien sûr, de sa présence auprès de Dieu. Et notre pape François le mentionne bien dans ses textes, en signe d'exemple à notre jeunesse, mais aussi au monde entier. Alors cette fête, elle est célébrée chaque 1er novembre de chaque année. La date du 1er novembre pour sa célébration, sur quelle base a-t-elle été choisie? Très bien, c'est toujours la dimension historique. C'était d'abord le 13 mai que le pape Boniface IV avait retenu pour cette célébration. 13 mai et surtout en rapport avec la Pâque et la fête de la Pentecôte. Et donc, du 13 mai, finalement, la date retenue a été le 1er novembre, parce que le 1er novembre, en milieu celte, il y avait une tradition païenne qui consistait, n'est-ce pas, à rendre hommage à un dieu. Et donc, l'Église qui est prévenante, l'Église qui est conseillère, a voulu aussi que de cette considération païenne, nous ayons une autre considération, parce que ce que les Celtes faisaient était, n'est-ce pas, bien sûr, quelque chose dont que l'Église a récupéré, disons, pour proposer sa doctrine, et c'est resté 1er novembre, la fête de tous les saints. Alors, merci déjà de nous expliquer de façon claire et précise comment est-ce que, justement, cette fête-là est perçue, est datée surtout. Cette célébration de la Toussaint, c'est une remarque, on la confond parfois avec la célébration des disparus qui, elle, a lieu le 2 novembre, si ma mémoire est exacte. Alors, est-ce qu'une telle confusion peut être acceptée ? Non, il ne faut pas faire de confusion parce que en Église, l'Église catholique parle de commémoration des fidèles défunts et c'est bien sûr au lendemain de la Toussaint. Alors, ce jour-là de la commémoration, nous prions pour nos morts, pour tous ceux qui nous ont précédés et qui sont en chemin. Le 1er novembre. Le 2. Donc, au lendemain de la Toussaint, c'est la commémoration des fidèles défunts. Alors, le premier, c'est la Toussaint. Et le lendemain, c'est la commémoration des fidèles défunts. Donc, dans un premier temps, nous célébrons tous ceux qui sont entrés dans la félicité de Dieu, donc l'Église triomphante. Et le 2 novembre, nous pensons à ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette félicité, mais qui sont en chemin. Et c'est l'Église souffrante, donc tous ceux qui sont au purgatoire, qui purgent une peine avant d'entrer dans cette félicité de Dieu. Et cette prière pour ces personnes-là qui ne sont plus de ce monde-là, comment est-ce qu'elles sont organisées généralement? Est-ce qu'il y a un process qu'il faut suivre, auquel il faut se conformer
pour toute personne qui ne maîtrise pas véritablement la manière dont les choses sont conduites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est ça. Alors, il y a la messe qui est ce sacrifice de Jésus lui-même. Nous participons à la messe et au cours de cette messe, nous prions, nous sommes en communion avec nos frères qui nous ont précédés dans l'au-delà. Et le soir ou l'après-midi de ce jour, nous pouvons aller au cimetière pour poser un acte de foi, un acte d'amour en offrant des fleurs à nos parents décédés. Donc, entretenir les tombes, c'est aussi un acte de dévotion, une dévotion que nous pouvons faire, un acte de miséricorde. Alors, mon père, dites-nous, quel est le sentiment qui doit animer le cœur d'un fidèle chrétien dans un moment pareil de célébration? Alors, c'est d'abord une action de grâce à Dieu qui a permis que des hommes et des femmes qui ont vécu avec nous puissent aujourd'hui contempler sa gloire. C'est une action de grâce. Il faut se réjouir avec ces saints-là qui sont dans le ciel et qui prient pour nous. Ensuite, c'est de se dire, si celui-là ou celle-là a pu arriver, a pu entrer dans la gloire de Dieu, c'est possible que moi aussi je fasse mon entrée. Alors, c'est de regarder cette vie. Leur vie nous est donnée en modèle pour que nous puissions aussi copier, voilà, et apprendre à aimer parfaitement le Seigneur, nos frères, et à agir dans la vie de chaque jour pour le bien, en posant de bonnes actions et en célébrant toujours là. Donc, c'est à la fois une action de grâce et une invitation à entrer dans cette félicité de Dieu. Est-ce que ce moment de célébration peut être aussi l'occasion pour adresser des intentions de prière particulières? Effectivement, oui, ces intentions sont particulières pour les défunts. Pour les défunts. Pour les défunts. Uniquement pour les défunts. Oui, pour les défunts, ce jour de la commémoration des défunts. Pour la Toussaint, c'est bien sûr que nous pensons à toutes nos familles, etc. Pour l'unité de nos familles, nous pouvons prier pour plusieurs intentions, pour la paix dans le monde, etc. En comptant sur la prière des saints, parce qu'il ne faut pas oublier cette dimension relationnelle. Expliquez-nous cette dimension. Voilà. En fait, les saints qui sont auprès de Dieu contemplent la face de Dieu. Et en contemplant la face de Dieu, il y a cette facilité pour eux à présenter nos demandes. Et c'est pourquoi nos noms, les noms que nous donnons à nos enfants, doivent être choisis en fonction de l'exemple ou de l'exemplarité des personnes qui ont porté ces noms. Il faut apprendre à donner les noms de nos enfants pour ce que ceux qui ont déjà porté le nom ont vécu. Donc cette dimension relationnelle qui est l'Église toujours nous invite à prier le Seigneur ou à demander des faveurs du Seigneur par l'intermédiaire de ces saints. Et bien sûr, quand on le fait avec foi, nous voyons les résultats. Et dites-nous, quels sont les sujets principaux qui sont abordés par les pères célébrants au cours de cette célébration de la Toussaint? Très bien. Les sujets, l'un des sujets, c'est notamment le caractère de la sainteté. Donc, le baptisé, celui qui a reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est déjà configuré spirituellement au Seigneur. Parce que Dieu est trine, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui se donne aux hommes. Donc, si Dieu se donne aux hommes, c'est pour que nous puissions être comme Dieu. Donc Dieu s'est incarné pour que nous ayons la condition divine, donc que nous partagions, n'est-ce pas, cette vie divine. Mon père, la sainteté, rapidement pour terminer, la sainteté, peut-on réellement y parvenir? Oui, c'est possible. Il faut y croire, il faut s'y engager et dans chaque milieu de vie, croire que certains ou plusieurs sont arrivés et que nous aussi, nous pouvons y arriver avec les moyens que l'Église nous donne de sanctification. Merci à vous, mon père. Le sens de la Toussaint, c'est ce dont nous avons parlé avec notre invité de ce 13h, le père Arnaud Traoré, vicaire à la paroisse Sainte-Élisabeth de Yopougon à Nannerey. Merci, mon père, de nous avoir honoré de votre présence. Agréable fête de Toussaint à tous les fidèles chrétiens. Merci de nous avoir suivis et bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.